Merci beaucoup, Franck. Alors, quand même, je vais vous prévenir, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne pas vous parler de spondylarthrite. Je vous dis, j'arrive en fin de journée, vous en avez plein le dos, et, et, euh, je vais plutôt vous parler de ce qu'on est en train de préparer, en fait, ce que sera la médecine d'aujourd'hui et demain. Et pourquoi il est important que les patients s'unissent au travers d'associations aussi. Je vais vous montrer pourquoi à travers les résultats d'autres groupes. C'est des choses qui sont majeures et importantes. C'est que pour avoir accès à cette nouvelle médecine, à cette nouvelle façon de voir, vous avez entendu parler, la personnalisée, la précision, les 4P, les 5P, tout ce que vous voulez. On va en discuter. Aussi des définitions, parce que c'est celles auxquelles vous commencez à avoir droit, sans le savoir nécessairement. Et en tout cas, c'est celles auxquelles vous aurez droit dans les années qui viennent. Et donc, il est important de savoir de quoi on parle, de prendre un peu de définition. Quand on dit prédictive, qu'est-ce que c'est? Préventive, qu'est-ce que c'est? Précision, personnalisée. Derrière tous ces mots, qu'est-ce qui se cache? Et je vous montrerai des exemples extrêmement frappants. Et je vous expliquerai pourquoi, comment on évolue vers là. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ça c'est un peu le deal. Maxime et moi, on vous présentera un peu cette évolution, en tout cas vers quoi on tend vraiment cette fois dans la spondylarthrite. Alors d'abord, un joyeux anniversaire ACS. Hein. J'ai trouvé que 4 beaux petits gâteaux, et donc c'est un bonheur. Je me souviens d'avoir réussi un jour à avoir une part de gâteau qui venait à moi, puisque mon anniversaire c'était il y a 2 jours, et on avait fait un ACS d'ailleurs le jour de mon anniversaire. Et donc moi je vais vous parler de ça, en fait, ces différents visages de cette médecine personnalisée. Je pense que c'est bon, ne serait-ce que pour sa culture, mais aussi pour savoir quand ensuite on discute avec les uns, avec les autres, avec les soignants, ce vers quoi on se dirige. Ça n'a rien de neuf, cette médecine, absolument rien de neuf. Et la meilleure preuve, c'est celle-là. C'est qu'il y a 2600 ans avant Jésus-Christ, en Chine déjà, le premier bouquin de médecine nous disait que les bons docteurs, c'est ceux qui font que la maladie n'apparaisse pas. Le docteur moyen, c'est celui qui soigne quand on a les premiers signes. Le mauvais, c'est celui qui vous soigne quand on est en pleine maladie. Alors bon, on a un peu changé de vision maintenant, mais quand même. On voit bien que maintenant, on revient vers ce qu'est la médecine préventive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette médecine préventive? Alors, intuitivement, on sent bien que c'est celle qui permet de prévenir l'apparition de la maladie. Mais derrière ça, je crois que c'est ça qui est important aussi, et de savoir pourquoi, à quoi sert la recherche aussi dans certains domaines. Quand on dit « je vais essayer de prévenir l'apparition de la maladie », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh je dois d'abord identifier là où les causes de la maladie. C'est enfoncer les portes ouvertes, mais il faut le dire. Ensuite, il faut quoi? Il faut les traiter, ces causes. C'est-à-dire que cette médecine aussi, c'est non seulement je vois, j'arrive à identifier, mais il va falloir que je trouve un moyen de prévenir l'apparition des signes. Et ça, c'est de plus en plus important. Quand vous avez la maladie, ce n'est pas autre chose, mais quand vous allez avoir des enfants aujourd'hui, c'est aussi dans cet esprit-là que les choses doivent se passer. Et la génomique, dont je vous montrerai quelques exemples, c'est un peu grâce à ça qu'on utilise ces outils de génomique. On en a énormément. Et vraiment, revenez l'année prochaine, parce que là, on a beaucoup de résultats qui sont en dormance et en vérification, mais sur des consortiums internationaux aussi dans la maladie. Donc je pense que l'année prochaine, on aura des résultats absolument phénoménaux à vous présenter. Là-dessus, on ne les a pas là. On a des prémices, mais on ne les a pas. Mais ça veut dire quoi? Cette génomique venir avant. Ça veut dire que petit à petit, la médecine va évoluer vers ce qu'un Américain, Paul Wise, a appelé « toute médecine va devenir pédiatrique ». C'est-à-dire qu'on va commencer à agir très tôt. Et de façon même contre-intuitive, si vous y pensez, c'est ce qu'on fait avec les vaccins. Le vaccin, qu'est-ce qu'on fait? On vaccine relativement tôt. D'accord? C'est pour prévenir l'apparition de la maladie. C'est ça la préventive, d'une vraie façon.
D'accord? Donc après, il faut le voir sur d'autres types de maladies. Là, on parle de maladies infectieuses, mais on peut le voir sur d'autres types de maladies. Et du coup, ça veut dire qu'il faut prendre aussi des effets de l'environnement, de l'âge, des accidents de vie. C'est pour ça qu'il faut pouvoir collecter ces données pour pouvoir ensuite mettre en place cette maladie. Sans une vraie union presque du soignant et des patients, cette médecine, il faut l'oublier, on ne l'aura pas. Si elle évolue énormément aujourd'hui, en cancérologie par exemple, qui sont 10 ans avant nous, il faut être honnête, ils sont 10 ans avant nous. C'est parce qu'il y a une union là-dedans qui est extrêmement importante. Donc la fonction ici d'ACS est majeure pour aller faire ce genre de médecine dans la pathologie qui nous intéresse. Et après, il y a le coût. Alors, le coût de la santé, ça a l'air de rien, mais bon, ça, c'est des points presque un peu éthiques, hein, on pourrait parler. On dit qu'elle pourrait être fortement réduite, mais à condition d'investir, déjà. Donc, l'argent est un des nerfs de la guerre dans ce travail. Et après, cibler la cause plutôt que les symptômes. Mais ça, on peut réfléchir aussi que les coûts de santé ne seront pas nécessairement moindres en médecine préventive qu'en médecine aujourd'hui qu'on peut appeler de curative. D'accord? On discutera, si vous voulez, de ce point-là. Alors, la personnalisée, maintenant. Là, on est en préventif. Personnalisée, maintenant, on vient faire le patient. Alors, d'abord, en pratique clinique, qu'est-ce que c'est? Utilisation de nouvelles méthodes moléculaires, visant à assurer la meilleure prise en charge de la maladie dont souffre un patient, ou encore une prédisposition à la maladie. Donc là, on commence à voir aussi l'importance d'approches génétiques et de la définition de nouveaux biomarqueurs, d'accord, qui sont quand même deux des grands voies de recherche dans notre maladie. Voilà pourquoi aussi ces approches-là ne peuvent se faire qu'avec des grandes cohortes de patients et qu'avec des collectes de data sur beaucoup de patients, avec un suivi extrêmement fort. Alors, elle vise à quoi, cette médecine personnalisée? À l'atteinte de résultats médicaux optimaux, bien entendu, mais c'est en aidant patients et médecins et patients, à choisir parmi les diverses options qui vont s'offrir à vous. Vous l'avez déjà un peu, hein, plus ou moins. Alors, vous n'y participez pas toujours. Quand on veut choisir une biothérapie ou un traitement, en général, pour l'instant, on le subit plus qu'autre chose. Mais certains disent, non, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas d'anti-TNF. Je ne veux pas ça. Donc, finalement, on voit qu'on commence à y avoir accès aussi en tant que patient. Donc, c'est aussi cette médecine-là sur laquelle il faut travailler pour pouvoir offrir le choix, mais un choix éclairé, tant pour le patient que pour le médecin. Donc, juste pour vous dire que ces choses bougent énormément, on va passer Leroy Wood, mais juste en 2010, Barack Obama a fait passer une loi sur cette médecine. Donc, ils ont mis énormément d'argent aux États-Unis, en particulier en cancérologie, pour être tout à fait honnête, pour développer cette médecine. Mais quand je dis énormément d'argent, c'est quelques milliards d'euros quand même qui ont été mis dans le process. Dollars. Pardon? Dollars. Oui, ça se traduit bien en euros aussi, hein, sincèrement. C'est des dollars qu'ils ont mis, mais voilà. Et donc c'est vraiment dans le côté, là, sur la génomique et cette médecine personnalisée. Ils ont inscrit ça dans la loi. D'accord? C'est-à-dire que derrière, ils vont obliger non seulement une recherche sur ces principes, mais obliger à l'utilisation des résultats pour l'utilisation des médicaments. Je vous donnerai 2-3 exemples là-dessus, comme quoi ça marche et c'est en route. Alors, la vision de ce que c'est cette médecine, c'est que quand on le regarde, c'est que le traitement de plusieurs maladies et les stratégies de prévention et dépistage de la maladie seront modulées par l'utilisation de ces biomarqueurs, d'accord, on va mettre en place.
Et ces biomarqueurs, on les a comment? Eh bien, on les a grâce à des cohortes de patients qui acceptent, pour être honnête, de participer, de donner un peu de leur sang, de leur sérum, pour que les études puissent être faites. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. C'est pour ça que finalement, j'ai changé un peu ma présentation. Plutôt que de parler de microbiote et de génétique, je vous dis aussi, en fait, les problèmes auxquels nous, au laboratoire, nous sommes confrontés. C'est que si les patients ne donnent pas leur autorisation, ne participent pas presque aussi activement à ce système, on n'a pas accès à ces prélèvements. Et maintenant, je peux vous dire que la façon dont on a accès est extrêmement couverte par la loi. Ça devient même des fois catastrophique tellement c'est lourd dans le système. Pour le moindre sérum, donc vous savez ce que dans le sang, ça devient même compliqué. Mais bon, on y arrive à une condition, c'est que derrière, tout le monde suit. Voilà. Je ne vous accuse pas du tout. En général, vous êtes plutôt très participatif. Je vous explique juste les raisons de. L'impact, de façon intuitive, hein, vous le voyez, c'est d'entrer sur le diagnostic. Et vous savez bien, pour beaucoup d'entre vous, la difficulté qu'il y a eu souvent à poser un diagnostic sur votre pathologie. Donc l'obtention d'informations génétiques ou autres, génétique n'explique pas tout, loin de là, loin de là. Pourrait participer à préciser aussi, non seulement que vous avez la maladie, mais quel type de maladie vous avez. Vous l'avez vu dans toutes les présentations, elle est très diverse, cette maladie. Eh bien, la question, c'est, pour l'instant, on le découvre qu'elle est diverse. Bon, on le découvre au fur et à mesure. Peut-être pas mal si on peut le voir avant. Si on peut déjà le prévoir. Ça prévoir l'évolution de la maladie, c'est anticiper un traitement. Donc, c'est des choses qui sont majeures dans la prise en charge. Voilà pourquoi on se dirige aussi vers cette maladie, vers cette approche-là. L'approche. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que l'ensemble des informations qu'on va obtenir avec cette génétique, cette génomique, ces biomarqueurs, en fait, on va finir par avoir quoi? Par avoir des tas de données, mais aussi à pouvoir catégoriser, sectoriser, mettre des groupes de patients qui ont la même maladie, mais qui vont devoir répondre peut-être à des médicaments différents, qui répondront le mieux à des médicaments ou pas à d'autres. Mais quand vous ne répondez pas à un médicament, qu'est-ce qu'on va vous proposer s'il n'y a pas de médicament autre? Et donc la question, elle est là. C'est que, au contraire, c'est extrêmement important de le définir. Parce que si on le définit, on peut travailler derrière en amont avec les pharma pour développer, avec les connaissances qu'on a, de génomique et de génétique. Je vous montrerai des exemples, hein. Ça marche, ce n'est pas juste du factice, c'est des choses qui se font déjà, de développer potentiellement de nouveaux médicaments. Si on identifie chez différents patients des voies métaboliques qui sont modifiées, d'accord, qui sont différentes, identiques chez la majorité, mais différentes chez certains, alors on pourra cibler cette voie différente, puisqu'on l'aura identifiée. Vous ne l'avez pas identifiée, vous ne pouvez pas la cibler. Alors c'est du hasard. Et donc c'est ça, en fait, cette médecine vers laquelle on évolue vraiment. On commence à y être pour une partie des traitements. C'est de passer de ce vêtement, vous savez, un peu unisexe, unitaille, à l'habit sur mesure. Et je ne vous ferai pas l'affront de dire que le costard sur mesure, ça peut coûter cher. Mais bon, après, il est beau. Voilà. Et donc ça m'amène à vous parler de ce qu'on appelle la pharmacogénomique. Cette pharmacogénomique, c'est vraiment un peu le Graal. On a mis beaucoup d'espoir là-dedans. C'est un peu essayer de définir quel patient va répondre à quelle médecine, d'accord, grâce à la génomique, grâce aux approches technologiques. Et donc on est là actuellement pour beaucoup de patients
Alors, on commence à changer un peu. Il me ressemble, ouais. Et quand je l'ai mis, je l'ai pris sur Internet, je n'avais pas vu qu'il me ressemblait. Et ma foi, voilà. Mais ouais, j'ai un pantalon comme ça en plus. Et donc actuellement, on est plutôt sur le côté comme ça, même thérapie pour tout le monde. Ou adapté un peu. Mais c'est pas vous que je vais dire qu'on est quand même assez différents. Quand même. Hein? Non, mais en plus, du coup, ça veut dire qu'on métabolise différemment les médicaments. Il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, des jeunes, des vieux, d'accord, des personnes enceintes. Et donc tout ça, c'est des choses extrêmement différentes. Comment j'adapte mon traitement à quelqu'un une femme qui est enceinte, un enfant qui développe la maladie. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ça. L'ethnie. Donc en fonction des groupes auxquels vous appartenez, on sait qu'il y a des médicaments qui peuvent être extrêmement efficaces et d'autres pas du tout. Donc il faut qu'on évolue aussi vers une médecine presque, quand je le qualifie de génétique au vrai sens du terme, c'est de pouvoir catégoriser aussi par rapport aux appartenances. En général, on a des traitements qui marchent assez bien. Mais on a vu des exemples, en particulier aux États-Unis, où ils se sont rendus compte qu'il y avait des médicaments qui vraiment ne marchaient pas chez les Afro-Américains. Pas du tout. Et donc la question, donc il y a eu une réunion, ils ont dit, ben, donnez-nous un médicament qui marche chez nous. Ben ouais, quand même. Ça marchait chez la majorité, donc on s'en foutait un peu, après tout, ça ne marche pas chez eux. Ben voilà. Et donc maintenant, ils ont un médicament qui marche pour eux. Et donc c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que des fois, faire corps et taper du pied sur la table, ça marche mieux quand on est ensemble. Et donc on est là pour une bonne partie quand même des traitements. Alors bien sûr, vous le savez très bien, vos médecins ajustent avec vous les traitements, les doses. Donc on avance comme ça. Mais il avance par votre connaissance. Alors c'est personnalisé. Ce n'est pas exactement les mêmes doses, les mêmes quantités, les mêmes médicaments d'un patient à l'autre. Parce qu'on évolue au fur et à mesure. Le principe, c'est de prévoir ça d'entrée et d'ajuster au mieux le meilleur médicament. D'accord? C'est un peu l'étape en avant. En gros, c'est vraiment une aide. Donc aujourd'hui, on en est là. Et on voit bien que, en général, sur les médicaments sur le marché, voilà ce qui se passe. En général, vous avez principalement la grande majorité des patients y répondent. Et ce n'est pas toxique. D'accord? Vous en avez sur lesquels ce n'est pas toxique, il n'y a pas tellement de bénéfices. Bon, en gros, on va dire que ce n'est pas très grave. Et après, vous avez les deux autres groupes de patients qui sont assez faibles, mais ils existent, et vous le savez. Il y a ceux pour lesquels la drogue, elle est toxique, le médicament est toxique, mais pourtant, il y a un bénéfice sur la maladie. Et là, c'est toujours un peu gênant de savoir, entre l'effet secondaire, est-ce qu'il est très gênant ou pas trop gênant, ou vraiment. Et donc, comment je fais? Et derrière, il y a le petit groupe, pas chanceux, pour lequel le médicament il est toxique et pas bénéfique. Donc cela, un des points majeurs, vous comprenez que là, c'est d'éviter de donner le médicament à ces gens. Eh bien, c'est ça, en fait, qui est vraiment en train de se passer. Et la génomique aide énormément sur ce principe-là. C'est qu'on passe plutôt, cette fois, à éviter l'effet secondaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment celle qui est en marche aujourd'hui. Et je pense que demain, on évoluera encore plus loin. On séparera les 4 groupes beaucoup plus facilement. Mais aujourd'hui, déjà, le point majeur, c'est de dire, je vais déjà essayer d'identifier ceux pour lesquels j'aurai un effet toxique, qui sont déjà les premiers à sortir du jeu. D'accord? Et alors, je voulais juste aussi vous mettre en garde, c'est qu'il y a quelques boîtes, en particulier aux États-Unis ou ailleurs, qui vous proposent de faire votre génétique, de vous dire votre susceptibilité à la maladie, de vous dire quel médicament serait le mieux pour vous. Et quand je dis qu'il y en a quelques-unes, je vous assure qu'il y en a quelques-unes qui font des chiffres d'affaires qui sont colossaux. Il y en a une comme ça. Vous voyez, je vous donne l'arbre génétique de la famille, je vous dis quelle maladie vous risquez de développer. Et il y en a une autre qui s'appelle Assure X, vous voyez, c'est très très trompeur, qui fait à peu près la même chose. Alors cela, évitez-les parce que, vous n'apprendrez rien. 2, c'est anxiogène pour rien.
Et 3, il n'y a aucun suivi là-dessus. D'accord? Donc, évitez ça. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples très clairs de ce qui se passe aujourd'hui face à des médicaments quand on connaît bien, quand on a fait la génétique, qu'on connaît bien son médicament. Voilà. Le tamoxifène. Le tamoxifène, vous savez, c'est un anticancéreux qui est utilisé dans différents types de cancers, en particulier le cancer du sein. Et ce qui se passe, c'est que ce médicament, ce n'est pas un médicament en soi directement, comme beaucoup. C'est ce qu'on appelle un pro-médicament, avec une forme proactive. Et c'est qu'une fois que vous l'avez ingéré, qu'il est métabolisé, particulièrement dans le foie, par ce qu'on appelle des enzymes tout à fait particulières, là les cytochromes, CYP, cytochromes. Et il y a des chaînes, comme ça, il y en a plein, qui participent à modifier ce pro-médicament en médicament. Alors le bon plan, c'est quand vous allez vers le bas, vous avez 2 transformations du médicament qui aboutissent à l'endoxifène, qui est la forme très active du médicament. Et ça, c'est la grande majorité des gens. Donc en général, il n'y a pas de problème. Sauf que, il y a des gens qui ont des mutations sur certains des cytochromes, le CYP3A par exemple, ou des SNP un peu différents. Et on s'est rendu compte que ces gens-là, eux, ils faisaient la deuxième voie, la voie d'un métabolite inactif et parfois toxique même. Donc on avait un effet totalement opposé de celui qui était recherché. Et ça, c'est pas rien. C'est 7 à 10% des femmes atteintes de cancer du sein qui ont cette mutation, enfin cette variant génétique. Et donc maintenant, avant de traiter les patientes, on teste si elles ont cette mutation ou pas. Donc vous voyez, c'est pas demain, c'est aujourd'hui ça. Donc on commence à identifier avec des médicaments qui va répondre au moins, qui va bien métaboliser, qui aura une chance, le plus grande chance de réussite. Un autre exemple, c'est celui-là, le clopidogrel. Le tamoxifène, c'est français, j'ai pris que des exemples français au départ, et le clopidogrel, c'est français aussi. Donc c'est, voilà, cocorico sur le principe. Le clopidogrel, c'est un antiagrégant plaquettaire, donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà reçu. Et là aussi, c'est pareil. Même système, en gros. Les mêmes molécules qui interviennent pour métaboliser. Vous avez un métabolite proactif, on le transforme en métabolite actif. Et ça, c'est un des problèmes. C'est que si, quand il est donné pour prévenir des événements athérothrombotiques, qui sont quand même assez dangereux, eh bien, si les patients ont la mauvaise mutation, on aura un métabolite inactif. Donc, vous pensez traiter le patient, et vous le faites bien normalement, sauf que si vous n'avez pas vérifié quelle est la mutation, eh bien, vous n'avez aucun effet, aucune action. Et donc, vous dirigez le patient vers un plus grand risque sur ces effets athérothrombotiques. Et ça a été retrouvé, vous voyez, sur des études extrêmement importantes. Donc en bleu, vous avez ceux qui ne portent pas la mutation, et ceux qui portent la mutation en rouge. On voit qu'il y a une différence quand même qui est très très nette. Et une des façons de faire pour éviter ça aussi, eh bien, c'est d'associer des choses que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est les inhibiteurs, exactement, les inhibiteurs de pompe, donc qui permettent, au moins sur le point de vue gastro-intestinal, d'éviter les hémorragies gastro-intestinales dans le contexte de ce médicament. Donc vous voyez, on connaît le médicament, on voit les effets négatifs, on a la génétique associée, on associe le traitement. Et tout ça, ça amène aussi aux interrogations avec les interactions médicamenteuses. Vous savez, ces effets secondaires, quand on ajoute un médicament sur un autre, sur un troisième, sur un quatrième, la polymédication, on sait tous ce que c'est, on l'a tous pratiqué. Hein. Eh bien, on s'est rendu compte que aujourd'hui, avec les bases de connaissances qu'on a aux États-Unis, ils ont 1,5 million d'effets secondaires relativement importants qui pourraient être évités. Si on mettait en place ce vrai système de suivi et de compréhension du médicament. Donc c'est vraiment pas rien. Et si vous prenez, toujours pareil sur la pharmacogénétique, la warfarine, qui est un antidouleur, en fait, la FDA, qui est l'agence donc, du médicament aux États-Unis, en 2007, a obligé
voyez, ça fait 10 ans maintenant, aux États-Unis, obligé à ce que le test génétique sur les cytochromes, que je vous ai montré, d'accord, soit fait chez tous les patients qui allaient recevoir la warfarine. D'ailleurs, pourquoi? Eh bien pour ça. La majorité des patients se retrouvent, vous voyez, sur les 1 et les 2, sur la droite du graphe. Donc il faut beaucoup de warfarine pour qu'ils puissent répondre. D'accord? Pour qu'il y ait une réponse. Et les essais, ils sont faits quoi? Avec la majorité des gens, sur les doses élevées. Sauf que vous avez des patients, tout dépend les mutations qu'ils ont, eux, avec 10 fois moins de médicaments, ils répondent. Mais ça veut dire aussi que ces patients, ils sont 10 fois surdosés en temps normal, avec tout le risque que ça comporte. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas tous égaux, identiques. On a des différences. Ces différences, c'est grâce à ces approches, alors, de masse, c'est vrai, mais aussi de malades. Masse et malade, c'est la somme des deux, qui permettent d'identifier quelles vont être aussi les réponses à des médicaments. Ça, c'est des effets extrêmement pratiques. Plus que 2 minutes, Gilles. 2 minutes? Une. Ah, j'ai plus que 30 diapos, c'est bon. Les effets secondaires de médicaments, quand on vous parle de génétique. Un autre exemple, c'est l'abacavir, qui est un anti-VIH. Ça fait partie de ces trithérapies, d'accord? C'est un des partenaires. Et on s'est rendu compte que chez certains patients, une minorité, vous voyez, il y a juste une petite minorité de patients sur lesquels, mais il y avait des effets secondaires extrêmement violents. Alors on pensait que peut-être c'était des patients particuliers, qu'il y avait un virus particulier et tout. Pas du tout, pas du tout. Ces patients, ils ont HLA particulier. Vous voyez, l'association, alors, dans votre cas, je l'ai mis parce que ça vous parlera, HLA-B27, vous dites, est-ce que ça change? Pour l'instant, on ne sait rien. A priori, on pourrait penser que non, mais on ne sait pas. Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas. Mais là, les porteurs de HLA-B51, eux, en revanche, ils font, dans 70% des cas, un effet secondaire majeur. Donc, avant de tester ce médicament, on regarde si les patients ont ce fameux HLA. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont là. Pardon? Concrète est déjà là. Concrète est déjà là. Mais je crois que j'ai droit à plus de temps, non? Non, c'est fini. Ah, il faut des questions-réponses, hein, parce que là, ils ne vont pas écouter. D'accord, bon, j'avance. Alors, un des points aussi qu'il y a, et sur lesquels c'est important de pouvoir se battre, c'est le coût. Et donc, je vais vous montrer l'exemple de l'abacavir. En gros, c'est un patient sur 20. Ça dépend. Au Japon, c'est 0. Il n'y en a pas. B51 n'existe pas. Donc, ils peuvent traiter tout le monde. En Chine, 0. Ils peuvent traiter tout le monde. Ben oui. En Europe, 5%. Et donc, 1 sur 20, ça vaut le coup de tester. Quand il est présent. Enfin, quand on est dans des zones géographiques où il est présent. L'hypercholestérolémie familiale, 1 sur 250. Alors, tester tout le monde pour 1 sur 250, on peut commencer à se poser la question. Les angioedèmes induits par les inhibiteurs d'acétylcholinéstérase, 1 sur 1000. L'hépatotoxicité induite par les pioglitazones, même s'il y en a une partie qui a été retirée du marché, c'est 1 sur 50 000. Les torsades de pointe, qui sont des pathologies extrêmement sévères, mais aussi extrêmement rares, c'est 1 sur 120 000. Et donc, vous voyez, la question qui est posée aussi, c'est que, est-ce que, à partir, même si je sais qu'il y a un effet secondaire majeur, important, est-ce que pour 1 sur 120 000, je dois tester les 120 000 personnes? C'est une question qui se... Non, mais quand on pense à soi, on pense oui. Quand on pense coût, et donc, si on n'est pas proactif aussi de dire nous on veut, eh ben on n'a pas. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous avez bien vu, donc, ces soins-là, ils sont déjà présents, d'accord? Ils font partie du quotidien. Dans la pratique, on commence à les avoir. Alors, ça reste limité, mais ils sont là. Les attentes sont très grandes. Les moyens, on l'a vu, sont aussi limités. Mais aussi les connaissances sont encore limitées. Donc l'acquisition de connaissances, on sait aujourd'hui que ça permet d'arriver là.
Donc on sait comment acquérir les connaissances et on sait où il faut aller. Donc on a déjà fait un grand chemin. La valeur individuelle, hein, on vient d'en parler, c'est simple, oui. L'efficience du système, ben oui. Je donne un médicament, je suis sûr qu'il va agir, donc c'est très bon. L'économie de coûts, vous voyez ce qu'on disait au début, la préventive ça va être très bien, je suis tranquille. Ben peut-être pas, peut-être que ça coûtera un peu plus cher que ce qu'on avait prévu. Parce qu'il va falloir tester beaucoup de mots. L'aspect éthique, ça, c'est encore un point important. Juste pour vous dire que là, tout ça, ça donne naissance à des nombres de biothérapies extrêmement importantes, vous le savez. Dans le cancer et les maladies associées, il y a 250 biothérapies aujourd'hui qui sont essayées. Donc autant vous dire que petit à petit, on sait qu'on va se diriger vers des biothérapies ciblées. Donc aujourd'hui, on continue à avancer en essayant de toucher le plus grand nombre de personnes. Mais dans cet ensemble-là, on sait aussi qu'il y en a qui permettront de traiter ceux pour lesquels la biothérapie, on va dire, de masse ne marche pas. Donc c'est plutôt des choses très positives. Une chose, je vais essayer d'aller plus vite, qui correspond un peu à ce qui est en train de se passer ici. Je sais qu'il y a des Canadiens qui sont ici, et il y a une région aussi au Canada où il y a 4 pathologies, on s'est rendu compte que 4 pathologies génétiques étaient extrêmement présentes. D'accord ? Et donc ils se sont regroupés, c'est du point de vue de la région, c'est une action régionale au sens où on l'entend même chez nous aujourd'hui, en taille. C'est la région des Grands Lacs, je crois. Ils sont regroupés et ils ont fait une étude génétique sur l'ensemble des familles et de nouvelles naissances. Ce qui leur permet finalement de prévoir d'entrée les patients, ou les enfants, qui auront la pathologie, les parents porteurs, etc. etc. Donc ça devient aussi très prégnant dans la société. Donc eux, ils ont dit, on a 4 pathologies qui sont majeures chez nous en génétique. Il y a les moyens aujourd'hui technologiques pour le faire. On met l'argent sur la table. On demande à tous les volontaires, bien sûr, et il y a eu un volontariat énorme dans la région, pour collecter le sang et faire ces études. D'accord ? Et donc, juste pour vous montrer aussi l'avancée qu'il y a sur les déterminations génétiques et des pathologies, et la spondylarthrite n'échappe pas. Aujourd'hui, on a 50 gènes associés à la maladie. Et on a beaucoup participé avec Maxime, avec le groupe, à cette identification. Mais vous voyez, en 2009, il y en avait à peu près 650, déjà études génétiques globales. Et vous voyez à peu près chaque petit point, c'est une association trouvée avec une maladie. En 2013, on en a 10 fois plus. Donc, ça tourne très vite, très fort. Très vite, très fort. Après, il faut aussi savoir ce qu'on en fait de cette information. Quand on dit, ben oui, c'est un gène de la maladie, ça veut dire quoi? Et donc, un des points, c'était, ça c'est une étude, pas celle, la suivante. En 2008, un article était sorti pour montrer qu'un des gènes, qu'on appelle IL-23 récepteur, d'accord, était vraiment très associé avec la maladie inflammatoire de l'intestin. Très bien. Donc, et on disait aussi que c'était pareil pour la spondylarthrite. Alors nous, on a regardé, et là, merci à Maxime et les études familiales, les grandes cohortes qu'il a réussi à collecter au fil des 20 dernières années. Eh bien, nous, on a montré que ce n'était pas un gène de susceptibilité directe à la maladie, mais plutôt de sévérité. Donc, on sait que les porteurs de ce variant, ils feront des maladies un peu plus sévères. Donc c'est très peu, il y a très peu de patients qui seront porteurs, mais on sait que ces patients seront porteurs, développeront une pathologie plus sévère. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Ce n'est pas encore rentré dans la routine, mais en tout cas, on avance vers là. Et on avance tellement vers là qu'il y a 2-3 ans maintenant, il y a eu un colloque complet et une réflexion extrêmement importante au niveau européen pour essayer d'aller vers la médecine de personnalisée. Les 2 minutes ont été largement... Ah bon? Oui. Ah, bon. Pas grave. Oh, Bon. Merci.
Alors maintenant, il faut voir comment on l'utilise aujourd'hui, cette génomique. Je vous ai montré un peu ce qui se passe quand on a un gène, un médicament, un gène, un cytochrome. Donc ça, c'est des choses qui marchent. Donc ils sont encore à développer. Mais on sait que là, on est sur un tapis roulant. On sait que de toute façon, ça ne va pas s'arrêter, ça avance et on va avoir des résultats. Il faut continuer à investir, avancer, à creuser, mais ça marche. On a des impacts sur la décision, sur le type de traitement, comment l'adapter, sur la dose. On a des impacts dans tous ces domaines-là. Le problème est un peu différent quand on a plusieurs gènes qui sont altérés. Et là, pour l'instant, c'est de la recherche, pour quand même bien être honnête. Et c'est des choses vers lesquelles nous, on tend aussi. Et on a des résultats, déjà, en recherche. La question, c'est comment fait-on, vu la difficulté qu'il y a à les mettre en place, pour le passer à la routine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais aujourd'hui, on peut déterminer, comme je vous l'ai montré pour les 23 récepteurs, on a d'autres gènes comme ça, hein, sur lesquels on a travaillé. Mais par exemple, il faut tester 200 patients pour en trouver un, et puis pour un autre gène aussi. Et donc, comment on fait aujourd'hui, pour convaincre l'État de rembourser tout ça, c'est pas simple. Et deux, comment on fait pour transformer ce que nous, on obtient dans des systèmes de recherche au laboratoire vers un système de routine en clinique. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas simples et sur lesquelles, quand même, on travaille. Bon, celle-là, je peux vous la passer. Aussi, ça aussi. Juste celle-là, quand même. Et c'est toujours un cancéro, je suis désolé. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, donc ils étudient sur les cellules tumorales toutes les altérations possibles des voies. D'accord? Et donc, ce qui permet que pour un même patient, on va pouvoir déterminer quelles sont les différentes voies qui sont modifiées, soit en point de vue expression des gènes, mais aussi sur un point de vue génétique. Donc on a la génétique, on a l'expression des gènes, on a même aujourd'hui beaucoup plus d'informations. Mais juste avec ces deux-là. Avec ces deux-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de voir si en modifiant un des gènes qui est muté, ou en modifiant la voie, en tout cas, sur laquelle il est associé, on peut impacter sur les autres. Donc maintenant, on essaie de modélisation complète de ces voies qui nous permettent de répondre à ces questions. Et ça, c'est aussi permis parce qu'on en est là. En fait, en 2000, vous savez, c'est le premier séquençage du génome humain. Il fallait une pièce comme celle-ci pour séquencer un génome. Vraiment comme celle-ci, hein, c'est pas juste pour rien. En 2010, 10 ans après, et nous on en a au laboratoire, ces appareils, voilà, c'est un appareil que vous tenez allez, là, sur la table, là. Vous le mettez sur la table. Le même résultat. Le même résultat. Et là, on commence à avoir, dans le deuxième point vers 2015, des outils qui permettent de faire des séquençages ciblés sur des gènes. Vous voyez dans la main ce que ça représente. Donc, le point d'identifier les gènes et de pouvoir transformer ça en test clinique, on sait que dans les 10 ans qui viennent, ça sera porteur et on saura le faire. Près du patient, ça pourra même se faire très très facilement. Et donc, les coûts de séquençage ont été réduits de plus de 100 000. 100 000 fois. Avant, pour séquencer un gène, mettons, ça coûtait 1 000 $. Aujourd'hui, ça coûte mais 1 cent, même pas. On est vraiment sur des systèmes qui n'ont plus rien à voir. Et donc, c'est vraiment toute la pyramide des soins en fait, qui change pour évoluer vers cette soin de santé personnalisée avec l'association de médecine personnalisée, des biomarqueurs, de la pharmacogénomique, de la génétique, bien entendu, de l'épigénétique, ça, je vous le passe, l'environnement, vous savez que c'est important, et bien on le prend en compte maintenant. L'encadrement social, c'est tout pareil. Voilà. Et donc, on a bien évolué en 2010, 2000, on était encore là. Hein, on essayait des pistes, mais si les clés, vous voyez, ce qu'on cherchait était plus loin, ben tant pis, c'était raté.
Maintenant, on a quand même des technologies qui nous permettent d'éclairer l'ensemble du génome, tout ce qu'il exprime. Et là, donc, maintenant, la balle est dans notre camp. C'est à nous de juste poser la bonne question. Parce que si on pose la bonne question, on aura la bonne réponse. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles.